we are going to present in French, but the slides are in English, and I'll be translating all along slide by slide. And if you agree, I give the floor to my colleague, our colleague Wachoum Abakar. Ok, avant de passer la suite de l'histoire, chers amis, chers auditeurs, nous sommes honorés que vous soyez ici nombreux présents dans cette excellente forum des Friday for Bird. Je m'appelle Abakar Saleh Wachoum, point focal du Tchad pour les projets ressources et coordinateur national des DIO et l'étude que nous allons vous présenter avec mes collègues est le résultat d'une collaboration entre le Tchad et la France, débutée depuis 2016 dans le cadre du projet ressources coordonné par la FAO, cofinancé par l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement mondial. Le lac Tchad est peut-être une zone d'une exceptionnelle importance primordiale, à la fois pour la biodiversité africaine et aussi européenne, mais pour diverses raisons politiques, cet écosystème était malheureusement sous-étudié depuis de trop nombreuses années. C'était une volonté de la direction de la faune et des aires protégées du Tchad de s'efforcer de remédier à cette lacune et de faire un état de lieu de connaissances sur la faune du lac Tchad. Nous avons réussi à échantillonner une moitié du lac en joignant nos efforts avec celle de la tour de Valat, de l'ONG Wind for Conservation, de l'Office français pour la biodiversité et l'appui du ministère français de l'environnement. Je passe la parole à mes collègues Pierre DEFOS, Clémence pour la suite de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Wachoum. Just a short translation. So we are very honored to be presenting this study in front of such a large audience. Thanks very much, Friday for Birds. So our colleague talking was Abakar Saleh Wachoum, focal point for the resource project in Chad and IWC coordinator for Chad. The study we are going to present is the result of the Chad-French collaboration started in 2016 in the framework of the resource project coordinated by FAO and funded by Europe and France. We knew since long that Lake Chad was likely one of the most important wetland complex in Africa or even the world for waterbirds. But for several political reasons and logistical reasons, this ecosystem could not be surveyed last since 2008. So the Chadian Agency for Wildlife and Protected Areas had very much the willingness, the will to survey again this Lake Chad. Thanks to this collaboration with this agency from Chad, we succeeded to sample one half of the lake by joining forces with Tour du Valat, French Biodiversity Agency, and the NGO Wings for Conservation. So a bit of, we also benefited from funding from the French Ministry for Environment. Sorry, that's very important to mention, as you know. Just a bit of context before starting. The resource project, this project was a side project from the resource project, was not within the main resource project. And resource project had shown that migratory waterbirds are an important food resource in the Sahel. Je continue en français, mais je retraduirai en anglais. J'espère qu'il y a pas mal de francophones dans l'assistance, que je salue.
Ce projet de suivi du lac Tchad était un projet corollaire, connexe, complémentaire au projet ressources, mais ne faisait pas partie du projet ressources. Et le projet ressources, lui, quant à lui, a montré que les oiseaux migrateurs sont une ressource importante de nourriture pour les populations, les communautés locales au Sahel. Le lac Tchad était déjà connu comme une des principales zones d'hivernage en saison sèche, internuptiale, des oiseaux d'eau en Afrique. Il avait été surveillé pour la dernière fois par une collaboration franco-tchadienne, encore une fois, en 2008. Et ça constituait, depuis 2008, une très importante lacune dans les connaissances pour les oiseaux africains et européens, ce qui ne permettait pas d'établir les tendances et les tailles de population pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et par ailleurs, ce qu'on appelle les gap field census relèvent des agendas traditionnels de plusieurs accords internationaux tels que l'AEWA et Ramsar. Je ne sais pas si je traduis ça, par contre je traduirai cette slide. Ce qui était connu, l'état de l'art, était que on avait une bonne connaissance de trois bassins de zones humides majeures, le bassin du delta du Sénégal, du delta intérieur du Niger et du lac Tchad, jusqu'en 2008. Et pour le delta du Sénégal, heureusement, on bénéficie d'un comptage annuel. On a aussi montré dans le cadre de nos projets ressources qu'il y a d'autres zones importantes au cœur du Soudan et dans le sud du Tchad qui abritent d'importantes concentrations d'oiseaux. Et enfin, un immense objectif reste d'enfin réussir à couvrir la pleine inondation du Nil au Soudan du Sud dans ce qu'on appelle le SUD. Mais dans tous ces grands bassins internuptiaux, de stationnement internuptial d'oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Europe, il y a effectivement la principale lacune était celle du lac Tchad. So, once crossing Mediterranean and Sahara, waterbirds can spend the non-breeding season in the vast wetland complexes of the Sahel. And among those wetland complexes, you have the Inner Niger Delta and the Lake Chad, which were last surveyed in the 2000s. In the resource project, we found out that there were also major basins, major strongholds in central Sudan and in the south of Chad. And fortunately, every year we could count on strong monitoring by several partners of the Senegal Delta. These are among the most important waterbird strongholds in the Sahel. And only one is now lacking. It is the third in the Nile floodplain is in South Sudan. C'est bon? Et donc en 2022, on a saisi l'opportunité de pouvoir survoler cette zone du lac Tchad, puisqu'effectivement tous les feux ont été ouverts. Donc on a d'abord eu le soutien du ministère français de l'Environnement. On a eu aussi toutes les autorisations au niveau sécuritaire pour la partie tchadienne du lac Tchad. On a eu bien évidemment le soutien de nos collègues et partenaires de la DEFAP, donc du Tchad, de Wachoum en ligne, qui a permis d'obtenir ces autorisations, mais aussi d'organiser tout ce qui était refuel, recharge de gasoil tout au long du survol, parce qu'on va voir que c'est un très très long survol. Et en plus, et pas des moindres, il y avait un pilote sur place et qui avait l'avion adéquat et qui avait aussi énormément d'expérience sur ce type de zone. Et ce qu'il fallait encore avoir, c'était d'abord un ornithologiste qui était expérimenté dans les suivis et donc qui n'est pas malade en avion. Et donc ça, c'est Pierre qui a fait cette partie. So I guess you all understood, but just briefly to sum up, we benefited from the support of the French ministry. We had all paperwork arranged by the Chadian Agency for Wildlife and Protected Areas, and mostly with a major instrumental help from Abakar, Saleh, Wachoum here. And finally, we could count on an extremely skillful pilot who had already some experience in war and conflict areas and surveying biodiversities in such areas.
Bien sûr, en survolant ces zones, il a fallu prendre un certain nombre de précautions. Et la première précaution, ce n'était de survoler, de n'échantillonner que la moitié la plus sécurisée du lac, c'est-à-dire la moitié tchadienne. C'est très important et ça a demandé évidemment, ce qu'on va vous montrer plus tard avec Ugoline, ça a demandé de franchir des obstacles statistiques pour extrapoler à l'autre moitié qui n'avait pas du tout été couverte, ce qui démarre comme une grosse erreur statistique, une grosse faiblesse statistique. Par ailleurs, une autre mesure de sécurité était de ne faire que des transects en ligne, des transects linéaires, où on ne passe qu'une seule fois assez vite sur les zones sans tourner autour. Enfin, au lieu d'avoir deux observateurs, on a embarqué qu'un seul observateur. Et grâce aux administrations et aux communautés locales qu'on souhaite saluer et remercier ici, on avait, à travers la DEFAP et Abakar, Saleh, Wachoum, un contrôle permanent, un PC permanent au sol. Of course, for this study, we had to take a number of mitigation measures to lower risks on these rather unsecure areas. And the first measure we took was to sample only the most secure area, which was the Chadian half of the lake. Another measure was to only pass one single time in a line transect framework and not circle around bird strongholds, bird concentrations, which is why we used a distance sampling instead of a total count. Finally, we had only one observer in the plane to lower potential fatalities. And we were in permanent contact with the PC on the ground, managed and coordinated by Abakar Saleh Wachoum. Donc, comme je vous ai dit, on n'a fait qu'une seule moitié du lac, la moitié tchadienne, la partie tchadienne, la plus sécurite, ce qui a représenté 217 transects d'échantillonnés, 48 heures de vol et environ 3700 km² échantillonnés sur les 26 000 que compte le lac Tchad à son étendue maximum actuelle. Voilà donc la carte du design. Voilà les tiges qu'on utilisait sur les haubans de l'avion pour relever les distances d'observation des vols dans le cadre du protocole de distance sampling. So this design included 217 line transects, which amounted to 3,700 square kilometers sampled on the Chadian half of the lake for 48 hours of flight. And the streamers on the wing struts allowed us to collect distance measures to every bird cluster we could register. Quelques diapos pour vous montrer rapidement, pour vous montrer le spectacle qui, si je puis me permettre, a été un des plus extraordinaires de toute ma vie et il le restera, je pense. So a few slides to show you the habitat and landscapes in the Lake Chad, which I admit was one of the most wonderful show I had to witness in my whole life. So there is a special breed of beef of cow there, which is called the Bœuf Cori, I think. Okay. There are still some people living in Chad Lake, but probably far less than before the Boko Haram period. And some villages, you still find some villages, but some are abandoned, some are still used marginally. Il y a encore quelques villages, mais les gens, les densités humaines ont beaucoup diminué depuis la période de Boko Haram. Il y a encore quelques villages abandonnés et quelques villages marginalement occupés. Et je passe la parole à Ugoline Godeau, qui a été notre statisticienne. And I give the floor to Ugoline, who was our statistician on this study. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon? Oui, parfait. Alors là, moi, je vais partir sur la partie stats. Si je sais que c'est pas très agréable et un peu dense des fois, donc s'il y a des soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de précision.
Donc, comme Pierre l'a expliqué, moi j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des modèles de distance sampling, qui sont des modèles qui vont se baser sur les transects effectués en avion qui vous a présenté sur la carte. Et c'est des modèles qui vont permettre à terme d'estimer l'abondance et la densité des espèces observées en se basant donc sur ces transects. Et notamment, ça repose sur la distance entre l'observateur et les individus. Donc on va utiliser en fait une fonction qui va faire le lien entre la probabilité de voir les individus et la distance à l'observateur. La première étape donc de tout ça, ça va être de trouver cette fonction de lien. On a 3 choix que je vais vous présenter juste après. La deuxième étape, ça va être aussi d'ajouter des covariables environnementales. Donc en fait, c'est prendre en compte l'environnement qui va avoir un effet potentiel sur la détection des espèces. Je vais vous les présenter aussi juste après. Et une autre étape possible, ce serait d'estimer l'abondance basée là-dessus. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite, puisque c'est que sur la moitié du lac. Je vais vous montrer après comment on a calculé du coup l'abondance sur tout le lac. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en stats et qui ont envie d'explorer, moi j'ai comparé les modèles avec ce qu'on appelle l'AIC. Alors l'AIC, c'est un critère qui va nous permettre de savoir si le modèle il n'est pas trop complexe, mais il arrive quand même à s'adapter aux données. Et sur le Ki2, qui va me permettre de voir si la fonction de détection qu'on a définie, est-ce qu'elle s'adapte bien aux données ou est-ce qu'elle est complètement à côté. Pierre, je te laisse traduire. Ah, Pierre, on t'entend pas, tu as coupé le micro. Yes, of course. So we are going to talk about distance samplings for a few minutes. Please keep it short, Ugoline, because it's a bit boring, but we all like it anyway, and it's necessary. This distance sampling models is well known to many African scientists because it is widely used for instance, wild mammals monitoring. It is based on distance to cluster of animals, and as much as the distance to observed clusters increase, detection probability decreases. And so you can model this decline according to distance. This is why it is important to record distance. Meanwhile, you record also cluster and cluster size. And the key function, for instance, the detection function, for instance, will decrease according with distance, with increasing distance, but will increase with increasing cluster size in general. So we will have different models to feed the data, and we compare those models using traditional statistical criteria. And there are two main steps in this distance sampling workflow before we switch to another model to extrapolate abundance. Vas-y, Ugoline. Oui. Pardon, ça, je ne voyais pas encore la diapo. Donc là, c'est les 3 possibilités de fonction de détection, comme l'a expliqué Pierre aussi juste avant. En fait, on va avoir la probabilité de détection des individus qui va diminuer avec la distance. Généralement, c'est ce qui est utilisé. Donc, c'est les deux fonctions en deuxième et troisième position. Mais en première position, on a aussi la possibilité de se dire qu'on va toujours bien voir les animaux, peu importe la distance. C'est cette fonction-là, mais elle est quand même très peu probable et d'ailleurs, elle n'a jamais été sélectionnée dans nos données. Donc, on est plutôt sur des formes qui vont varier, mais qui sont décroissantes. Here are some examples of detection function which vary according to distance and which will be fit with the data. I'm not going to last longer because we need to keep it a bit fast. So, Ugoline, if you can carry on. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi mettre des covariables qui vont avoir un effet sur la détection. Donc, on a 3 covariables de temps qui vont plutôt avoir un effet sur l'expérience de l'observateur, mais aussi sur sa fatigue. Comme l'a dit aussi Pierre un peu plus tôt, il va avoir une covariable de taille du groupe qui va jouer sur est-ce qu'on est capable de le voir ou pas. Plus le groupe est gros, plus il va être facile à voir. Des covariables d'habitat qui vont aussi avoir un effet sur est-ce qu'on arrive bien à voir les oiseaux et autres mammifères qu'on a vus, et longitude et latitude qui vont plutôt être des proxys d'autres covariables qu'on n'a pas pu ou pas trouver pour prendre en compte dans les modèles. Et là, on peut voir sur ce graphique que
on a beaucoup d'espèces où la covariable de taille de groupe a été sélectionnée, donc c'est une covariable qui est assez importante à prendre en compte. In this table, you can see all the covariates we try to include in the detection models. These covariates were hypothesized to affect detection. In this table, you can see covariates in lines and species in columns. So you can see that we sampled and modeled something like 30 species. And among all the covariates, one of the most well-known and most efficient to predict detection, to contribute to predict detection, was the cluster size, the number of birds in a single cluster, bird or mammal. All the other covariates that are listed were far less influential. Vas-y, Ugoline. Donc la deuxième étape, après avoir fait le distance sampling, c'est de faire des modèles qu'on appelle density surface modeling, qui vont permettre, eux, de mettre en lien l'abondance des oiseaux qu'on a observés avec des covariables environnementales, et ensuite de pouvoir prédire sur les parties qu'on n'a pas pu on n'a pas pu observer, notamment la deuxième partie du lac Tchad. Ça repose sur des gammes et ça va permettre donc de prédire spatialement et en termes d'abondance. Donc il y a une première étape que je ne vais pas du tout détailler parce que c'est vraiment de la stat pure, qui est le choix de la probabilité de distribution. Ensuite, on va avoir une autre étape de sélection de covariables environnementales qui vont affecter la présence ou l'absence des oiseaux et leur abondance. Et là, enfin, on va s'intéresser à l'abondance totale sur le lac Tchad. Et j'ai utilisé les mêmes critères de comparaison que je vous ai présentés juste avant. So the first step was to build a detection function to try to link, to predict abundance based on what we observed in the field, what we recorded in the field. And this detection model was based on some covariates affecting detection. And now on this second step, we are building abundance model using covariates that are that are a priori supposed to impact abundance. We needed that kind of model because, as you remember, we only sampled birds, waterbirds, and mammals on the Chadian half of the lake, and we needed to extrapolate to the other unsurveyed part of the lake so as to get an overall abundance for the whole lake and compare these numbers to the historical numbers gained in the 90s and 2000s. These abundance models are built in what we call a density surface modeling approach, and they are also built on a model comparisons that also use model comparison criteria as the one we used in the previous step. Ici, je vous présente donc les covariables. Je vais être assez rapide. On a surtout des covariables d'habitat, pardon. Notamment d'habitat, de végétation, de présence d'eau, et d'interface entre l'eau et le sol. Et on va avoir aussi important une covariable de village, de présence de village. Avec la distance au village le plus proche qui est qui va donner de l'information sur l'activité humaine qui peut avoir un effet sur les oiseaux. Et aussi, on a pris en compte les zones de conflit liées à Boko Haram qui vont représenter des points où en fait l'activité humaine a été globalement abandonnée pour pouvoir fuir les conflits. Et ça peut engendrer potentiellement un effet refuge pour les espèces. So in the same fashion as we presented the covariates impact for the detection models, here are the covariates for the abundance model. And you can see that geographical location was an important one, latitude. Another one was vegetation index, what is generally known as NDVI, which was very influential along a quite big range of species. And also, villages and Boko Haram strike sites were also influential in impacting abundance and distribution of waterbirds.
Comme vous l'a expliqué Pierre, en fait, comme on a pu faire des observations que sur la moitié du lac et qu'on doit prédire, donc extrapoler sur l'autre moitié du lac, il faut quand même faire attention à ce que nos covariables ne sortent pas trop de la gamme dans laquelle on a pu ajuster le modèle. Sinon, on va extrapoler un peu trop et ça peut engendrer des gros biais. Donc pour ça, on a un critère qui s'appelle le MES pour vérifier. Si le MES est supérieur ou égal à 0, tout va bien, on reste dans la gamme du modèle d'entraînement. En revanche, s'il est inférieur à 0, il faut faire un peu plus attention. Sachant qu'on recommande qu'il y ait au moins de 10% des observations, enfin des points, qui aient un MES inférieur à 0, ce qui est tout à fait notre cas ici. Donc on n'a pas vraiment de problème de surinterprétation de nos données. If you remember, I told you in the beginning that one of the main issue with this survey was the security, and then the fact that we only sampled the most secure half of the lake, which did not fit with our initial aim to estimate the abundance of wildlife for the whole lake. So this meant that we had to extrapolate on the unsampled western half of the lake, which was a huge statistical drawback. And we could do that by checking we will not extrapolate out of the range of the extrapolated training covariates, which means that, for instance, we could not use longitude as a covariate because obviously we never sampled west of a maximum longitude of the westernmost longitude of the Chadian part. I hope I'm clear. So there were a number of covariates like longitude that we could not use to extrapolate to the unsurveyed half of the lake. So we took caution by using this MES criteria, which is a statistical criteria that allows to check proper extrapolation range. Thank you. Du coup, là, on vous présente juste deux petits exemples en fait de cartes que ça peut donner ce type de modèle, quels résultats ça peut donner avec donc la distribution et l'abondance. Ici, mes deux exemples sont juste le modèle avec tous les oiseaux d'eau et le modèle avec les anatidés. Not much to say more in English on this one. On the left, you can see the abundance map over the whole lake, Chad for all waterbirds, and on the right blue map, you can see the abundance map for Anatidae, duck species. Et là, pareil, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais est-ce qu'on peut ici, on vous a représenté en fait la tendance en utilisant à la fois les données historiques qui sont des données de comptage et nos résultats qui sont les sorties de nos modèles. On peut voir que globalement, la plupart des espèces augmentent, mais on n'est pas capable de dire si c'est parce que nos modèles estiment plus haut en prenant en compte les biais de détection ou si c'est parce que l'espèce augmente vraiment ou un mélange des deux. La seule qui n'augmente pas ici et sur la prochaine diapo qu'on verra juste après, c'est le canard pilé qui semble diminuer. Et vous allez voir sur la diapo juste après le sarcelle d'été qui semble globalement stable. Forgot to tell you that the two maps we've seen before were predicted abundance, of course, and now you can see prediction, size prediction by species for the whole lake. And you can see that most of the species are increasing, but we cannot tell whether they're increasing because this is a new methodology approach that has been corrected partially for detection bias compared to historical counts in black, or if this is because species are truly genuinely increasing, or maybe both. So there is a little bit of uncertainty here. Although for some species, the change in order of magnitude may be indicative of a genuine increase, and only two species are not, among those species that were modeled, two only are not increasing,
It is pintail in this slide here, which is apparently clearly decreasing. And on the next slide, it will be garganate, which at least at best is stable, but is maybe possibly decreasing. Et donc maintenant, avec tout ce travail et toutes ces modélisations, et donc cette étude qui a été publiée début juillet, maintenant on va pouvoir tout intégrer et les utiliser, toutes ces analyses, mais cette fois-ci en faisant à l'échelle de la voie de migration. Et donc ça, c'est un partenariat qu'on a développé depuis longtemps maintenant avec Wetlands International, avec Waterbird Flyway Initiative. Et le but aussi de tout ça, donc de réévaluer les tailles et les tendances des espèces d'oiseaux d'eau qui passent l'hiver boréal au Sahel. Mais c'est aussi, et c'est un peu dans le cadre du projet ressources, de savoir si le prélèvement, donc la chasse sur certaines espèces, est durable. On avait déjà fait ce travail sur le lac Fikri, toujours au Tchad. Et maintenant, on a des nouvelles données depuis plusieurs années et donc on va pouvoir réintégrer toutes ces nouvelles données. Donc, on va vous présenter un peu en avant-première des... So the next step after this study, the next step is to integrate this new population size estimate for Lake Chad into further analysis. It was really crucial to get this Lake Chad done because it is so influential on flyway level trend and size estimates, which is a partnership we are having. We are fortunate to have with the Wetlands International and the Wetlands Flyway Initiative that we would like to thank here. So these figures for Lake Chad will certainly be very impacting in those analyses, I guess. And this study on Lake Chad was also a side objective of the resource project because it will help to contribute to re-estimate population size for the Sahel, one of the initial objectives of the resource project, and to initiate studies on sustainable use of waterbirds in Sahel. Et donc, on vous présente un petit peu en avant-première la suite des études. Donc, c'est aussi réalisé par Ugoline. Donc là, c'est l'exemple pour la sarcelle d'été, où on voit qu'on a pris toutes les données de comptage dans la population. Et grâce à toutes ces données, on a pu estimer et modéliser donc l'abondance totale. Et on a pris en compte les données de comptage, donc ce sont tous les petits points rouges, et on voit l'importance des comptages des grands sites. Donc pour la sarcelle d'été, ici c'est le delta intérieur du Niger ou le lac Tchad. On voit quand même avec un petit pic avec le comptage de 2022. So as a very quick illustration to conclude our talk, we show importance of the Lake Chad in re-estimation of trend and size for the garganay at the flyway scale. We can see in orange the importance of Lake Chad. So it was good to have it updated recently so as to get more robust trend and size estimates. Et on vous montre deux autres exemples de prédiction d'abondance et de tendance. Toujours basé sur les observations avec les points rouges. Donc pareil, avec ici pour la barge avec noir, avec l'importance d'un comptage réalisé aussi en avion sur le lac Fitri en 2020. Et on voit le pic du comptage de 2022 au lac Tchad. So another example, black-tailed godwit. And also again, you can see in orange the Lake Chad, which was fortunately updated. Et la dernière espèce, c'est pour la crue couronnée, donc avec pour la population d'Afrique de l'Ouest. Et pareil, on voit très bien l'importance du lac Tchad qui montre un très grand pic en 2022. Ces modélisations seront améliorées dans les prochaines semaines, mois. Yes,
Exactly, Clémence. We are working on this trend analysis at the moment, so it's just preliminary and probably maybe will not stay as such. But for black currant rain, for instance, you can see our count in the red dot of our count in 2022, which also is a welcome update for Lake Chad for this endangered species. Et donc, la conclusion de cette étude et ce qu'on a pu montrer dans la publication, c'est qu'on a estimé à 2,5 millions d'oiseaux d'eau qui passent donc l'hiver au lac Tchad. Ce qui fait que le lac Tchad représente, et encore dans le top 3 des zones humides importantes pour l'accueil des oiseaux d'eau, et dans le monde, pas seulement en Afrique, parce que ça rejoint sans doute la mer Jaune en Chine ou comme le banc d'Arguin ou le delta intérieur du Niger. Et on l'a un peu mentionné, mais on voulait le rappeler, c'est que les oiseaux d'eau contribuent à assurer la sécurité alimentaire pour les populations riveraines. Et donc, nous, on aimerait recommander, on suggère en tout cas que ce lac Tchad et toute la faune sauvage, et notamment les oiseaux d'eau et les habitats, et pour les personnes qui vivent, que ce lac soit reconnu comme sur la liste de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Not much to add to the conclusion written here. Just to mention that the resource project coordinated by FAO has shown that waterbirds are a significant part of contribution to food security in the Sahel. Also because most of the wild mammals have been removed since long. So it is another reason why we need to make sure these populations and species are conserved and used sustainably. This is why we very much rely on conventions like Ramsar, for instance, and we believe that although Lake Chad is already a Ramsar site, which is already a great step in ensuring a future for this incredible area, we would humbly advocate that Lake Chad would deserve a bit stronger statue on an international basis. Et pour finir, un petit peu de pub sur le cours en ligne où toutes les méthodes que vous avez pu voir présentées dans cette étude, en fait, sont abordées dans le cours en ligne qu'on a ouvert l'année passée. Et pour cette première session, il y avait eu 1600 personnes inscrites et 174 personnes qui étaient certifiées. Donc, ce cours en ligne est disponible sur la plateforme Moux Conservation. Il est uniquement en français, encore pour l'instant, pour cette seconde session qui ouvre. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu'à mi-avril. Et les contenus seront disponibles à partir de mi-septembre 2026 jusqu'à fin mai 2027. Et donc, le petit QR code vous permet d'accéder directement sur la plateforme Moux Conservation. Et n'hésitez pas à partager largement, et notamment aux collègues et partenaires francophones pour l'instant. Some of the methods we've used in this study here are briefly presented in an online training course that we've developed last year and completed last year for a first session. This online training course is free, but it's only in French, and we call for international donors to have it translated in Arabic and English also maybe. The first session had 174 certified diploma obtained and for 1,600 registered participants. And the second session is now open for registration and will run from September till May next year. So we hope to see you online again if you haven't yet followed this online course, and if you need it, because most of you maybe not need it, but just in case, please share it widely. Merci pour votre attention.